avantages, mais aussi des inconvénients et qui gâchent un peu l'aspect convivial des clubs, qui est quelque chose d'important et auquel nous tenons. Je voulais remercier nos intervenants du jour, hein, la Banque de France, la Directe et Hello, et je laisserai Angélique présenter nos interlocuteurs. Merci à ces trois institutions, ces trois partenaires qui vont nous apporter leur expertise aujourd'hui pour que les échanges puissent avoir lieu. Pourquoi avoir voulu faire une séance sur les impacts économiques de la Covid? Pour rappel, il y a un an de cela, l'agence publiait une publication, à peu près ces jours-ci d'ailleurs, hein, on était, ou peut-être au cours du mois de mai 2020, sur les impacts possibles du Covid. Et déjà à l'époque, on avait réalisé une analyse des impacts économiques de l'époque. Évidemment, cette crise Covid, on n'imaginait pas il y a un an qu'elle se poursuive encore pendant un an, ce qui est le cas. Malheureusement, peut-être les impacts économiques sont encore devant nous et nombre de nos concitoyens vont peut-être et territoires vont peut-être encore en souffrir. À défaut d'avoir des données consolidées et homogènes à ce stade, sur tous les secteurs d'activité, on a souhaité faire appel à trois compétences différentes, donc celle de la Banque de France, de la Directe et d'Elo, pour pouvoir peut-être échanger sur un premier panorama de ces impacts Covid économiques sur le département de la Loire. Voilà, je ne serai pas plus long. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne séance et de bons échanges. Merci Ludovic pour cette introduction. Donc la première présentation donc sera faite par la Banque de France. Hein, donc ce sera une présentation faite en binôme par Christine Gore, donc qui est la directrice départementale de la Loire, et par Maud Roger, qui est la référente Axel pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc la Banque de France en fait va nous dresser une analyse de la situation économique et financière des entreprises industrielles de Saint-Étienne Métropole, avec évidemment une mise en avant de la situation économique suite à la crise sanitaire. L'objectif de cette séance, c'est bien d'essayer de mettre en évidence l'impact de la crise sur les entreprises de notre territoire. Et donc, l'objectif également de cette présentation, c'est mettre en évidence les atouts, les capacités, on va dire, de résilience de nos territoires, mais également les fragilités de nos entreprises, et qu'après, on discute tous ensemble, qu'on puisse échanger sur tout ça. Juste avant donc de laisser la parole à Madame Gore et à Madame Roger, juste un petit point organisationnel. Donc les micros de chacun donc sont bloqués de manière à faciliter la prise de parole et des intervenants et leur écoute. Cette séance, on l'enregistre. Voilà, peut-être qu'on la mettra après en accès sur notre site internet. Donc je vous le dis parce que si certains ne souhaitent pas apparaître du coup à l'écran, n'hésitez pas à fermer votre caméra. Et dernière chose, donc vous avez la possibilité via le chat de mentionner au fur et à mesure en fait des interventions vos questions si vous en avez, en sachant qu'après chaque présentation, donc on aura bien un temps d'échange. Voilà, donc sans plus tarder, je laisse la parole à la Banque de France. Voilà, la présentation est en train de charger. Bonjour à tous, je suis Maud Roger, donc à la Banque de France, référente Axel pour la région. Moi, je vais vous faire rapidement du coup faire une petite information sur ce qu'est l'offre Axel. Donc, on a plusieurs offres dedans, plus ou moins approfondies en fonction des besoins des clients. Là, on va vous présenter quelques diaporamas qui ont été extraits du module impact crise sanitaire, donc qui a été créé exprès suite à la crise sanitaire. Donc, il est fait vraiment pour essayer de mesurer l'impact de la crise sanitaire et permettre à toutes les collectivités de pouvoir réagir et d'apporter leur aide à leur tissu économique. Donc, on a plusieurs choses dedans. Il y a les indices de vulnérabilité, mais aussi des tableaux de bord en fait, qui sont mis à jour chaque mois. Donc là, ça a été une mise à jour pour ce jour. Donc, c'est des données sur avril 2021. Et donc, on se base vraiment sur notre base de données complète à la Banque de France.
Donc sur cette présentation, on a un nombre d'échantillons complet d'entreprises de 2100 bilans, il me semble, 2000 entreprises sans bilan pour les industries à Saint-Étienne Métropole. On a un nombre d'effectifs de 25 000, un peu plus de 25 000, et des entreprises significatives. Donc ce qu'on appelle significatif, c'est des entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 750 000 euros. Donc il y en a 460. Oui. Pardon, Maud, c'est juste pour Angélique, donc ça va être le slide suivant, si vous pouvez le dérouler, qu'explique Maud. Voilà, c'est sur ça. Donc c'est le champ d'étude, il a été réalisé sur cette base de données, qui est extraite du coup de notre base de données. On voit donc le nombre d'échantillons en 2021. Donc pour Saint-Étienne Métropole, les entreprises industrielles sont à gauche et à droite en France, hors DOM et Île-de-France. Donc on a le nombre d'effectifs qui est sur les effectifs ACOS, donc c'est toujours en 2019, ça n'a pas encore été mis à jour. Et par contre, pour le reste, c'est de 2021 et nombre d'entreprises aussi avec bilan, c'est sur 2019 parce que tous les bilans 2020 sont pas encore dans notre base. Voilà, là, je vais laisser la parole à Madame Gore pour la suite de la présentation. Très bien, oui. Puis voilà, je pense qu'on aura un échange à l'issue de ce déroulé de quelques diapositives. Et puis, Maud, vous pourrez nous apporter votre, puisque vous avez effectué cette analyse, votre compétence, et puis peut-être des précisions qui seront demandées. Alors, le tissu économique, parce que dans cette analyse que l'on fait, qui est une analyse qui n'est pas une analyse et une étude que l'on appelle sur mesure, avec une étude d'un secteur, d'une filière, avec donc des comparaisons très précises que l'on peut réaliser. Ça, c'est une étude, effectivement, module crise sanitaire, qui nous permet déjà, avec une analyse de contexte, de voir comment finalement est situé le tissu que l'on analyse grâce donc aux données comptables, Maud nous l'a dit, et puis aussi à toutes des données qui sont des données descriptives qui sont contenues dans nos bases. Donc, on commence par une analyse de contexte et puis plusieurs fois donc durant l'année, on regarde un petit peu si les indicateurs ont varié ou pas. Donc, moi, j'ai sélectionné quelques slides, dont celui-ci, qui correspond au descriptif du tissu économique, où on voit donc à gauche donc l'industrie Saint-Étienne Métropole, et puis on compare donc à l'industrie France, et on peut voir qu'on a donc 2100 entreprises, qu'au niveau de la répartition, on a beaucoup de toutes petites entreprises, donc 57,9, un petit peu moins quand même qu'au niveau donc national. Et puis vous voyez la répartition avec des grandes entreprises qui représentent, et c'est quelque chose d'important aussi pour notre tissu, qui représente 0,5% et 4%. Donc, si on additionne grandes entreprises et moyennes entreprises, on est à 4,5 au niveau national, donc on est à 2,8. Donc, on peut voir qu'on a un tissu finalement industriel avec des entreprises importantes, et qu'on a donc un bassin stéphanois qui fait partie des grandes régions industrielles françaises, puisqu'on a 20 à 30% de l'emploi dans ces grandes régions. C'est en tout cas comme ça qu'on les caractérise, nous, au niveau de la Banque de France. Et Saint-Étienne Métropole et le département de la Loire donc, en fait partie. Donc l'industrie, quelques chiffres que j'ai repris. Donc on a 7,2% du nombre d'entreprises donc sur Saint-Étienne Métropole contre 5,7% au niveau national. Secteur de l'industrie, donc je répète, et 23% des effectifs pour Saint-Étienne Métropole contre 18,4% donc en France. Donc vraiment une caractéristique qui est importante, avec un nombre d'entreprises qui est stable sur les 5 dernières années, tout comme les effectifs. Alors là, je vous dis, je vous ai fait une sélection pour qu'on fasse rapidement cet exercice de synthèse ensemble. On a des données plus précises dans l'étude complète. Donc c'est une étude qui nous a été commandée par Seine Métropole, et avec Angélique et puis donc Madame Delorme, on a décidé de la présenter aussi, enfin on m'a sollicité, j'ai bien volontiers accepté de la partager avec vous, mais on a des éléments plus précis dans l'étude complète que l'on remet mise à jour donc régulièrement, et que l'on va remettre mise à jour
donc en 2021 encore deux ou trois fois. Je ne sais pas par rapport à ces caractéristiques si ça appelle déjà des remarques ou si je poursuis le déroulé et qu'on fait un échange de questions-réponses à la fin, peut-être juste sur cette partie-là. Est-ce que vous aviez en tête vraiment cette caractéristique importante industrielle chez SEM Métropole qui ressort par ces chiffres-là? Est-ce que vous êtes étonné par ces données ou pas du tout? En fait, pour les échanges, on va peut-être d'abord dérouler toute la présentation et procéder aux questions après. D'accord. Voilà, Là, c'était une plus simple. En fait, certains veulent mettre des questions au fur et à mesure sur le chat, ils peuvent, mais par contre, l'idée, c'est qu'on les recense à la fin de la présentation. Ça sera plus simple. D'accord. Enfin, là, c'était pas, je sollicitais pas les questions, mais plus finalement, donc rebondir sur les caractéristiques, savoir si vous étiez étonné ou pas donc, par ces chiffres qui sortent. Mais on verra à ce moment-là en fin de présentation. Donc, on va passer au slide suivant. Donc, le slide suivant, cotation Banque de France. Alors, les cotations Banque de France. Alors, déjà, qu'est-ce que la cotation Banque de France? Donc, comme vous le savez, elle détermine la santé financière d'une entreprise donc à horizon de 3 ans. C'est-à-dire que c'est une photographie à l'instant T par rapport à des bilans, à des documents comptables, mais c'est aussi une cotation dans laquelle donc on ajoute, et c'est vraiment très très important en 2020 et en 2021, tous les apports qualitatifs que l'on peut avoir, des contacts avec les dirigeants et qui nous permettent de voir en projection d'activité et surtout aussi en termes de trésorerie, finalement, si l'entreprise donc va présenter des risques ou pas. Risques principalement, dans notre analyse, la mission principale de la Banque de France en termes de cotation, c'est d'apprécier le risque des établissements bancaires. C'est-à-dire que ce qu'on recherche, c'est si parmi les portefeuilles des banques, la robustesse du système financier donc, est suffisante. Et de ce fait-là, eh bien, on cote les entreprises et ça leur permet aussi aux banques, lorsqu'elles ont donc des entreprises favorablement cotées, d'avoir un refinancement à des conditions préférentielles. Et c'est pour ça aussi qu'en particulier encore davantage en période de crise, toutes les entreprises, et certaines m'en ont parlé tout récemment, qui ont des très bonnes cotations sont sollicitées là, ces dernières semaines par les banquiers, avec la réactualisation des cotations sur les derniers bilans, donc arrêtés à décembre 2020, pour avoir des encours supplémentaires, puisque ça permet aux banques d'avoir en contrepartie donc, de leur bonne cotation, donc finalement, c'est la réglementation à Bâle, d'avoir des garanties moindres. Donc ça, c'était un petit aperçu complémentaire concernant la mission de la cotation Banque de France. Donc non, on va rester sur le slide, Angélique. Donc on voit que dans notre tissu industriel SEM Métropole, on voit qu'on a donc 409 entreprises cotées et qu'on a finalement plus de 70% des entreprises qui concentrent 78% des effectifs, donc une large part qui sont en bonne santé financière, et c'est légèrement supérieur donc aux chiffres nationaux. Donc on a des entreprises en bonne santé, ça ne veut pas dire que toutes le sont, mais on a une proportion plus importante. Donc je ne sais pas si vous voyez le petit commentaire qui est en dessous, parce que moi j'ai la barre commande, mais donc ce qu'on a mis en commentaire, c'est sur ces chiffres-là, donc 74% des entreprises en bonne santé financière contre 70% au niveau national. Donc un point très très important, et on n'a pas eu beaucoup de variations par rapport aux chiffres que l'on a sortis au mois de février. Si je vous en parle, et je vous en reparlerai pour les slides suivants, c'est parce qu'on est en plein traitement des bilans, donc les données vont être modifiées, et pour l'instant donc le rebond économique se passe très bien dans notre département, et on n'a pas des entreprises qui finalement présentent
pour la plupart des éléments financiers à fin décembre 2020 qui nous ont conduit à beaucoup dégrader. Alors je mets beaucoup quand même de prudence à mes propos puisqu'on démarre la campagne de cotation. D'ici un mois, on en saura davantage et d'ailleurs on va avoir la semaine prochaine une communication du gouverneur de la Banque de France sur les cotations Banque de France, donc au niveau national. Après, je pourrais vous redonner des éléments donc sur les cotations donc de la région Aura, du département et puis de SEM Métropole. Donc, on va ensuite passer donc au slide suivant. Alors, les slides suivants concernent l'évolution des encours. Donc, toujours pareil, à gauche, SEM, à droite, donc on a l'industrie française. Donc, on a une évolution des encours court terme qui est beaucoup plus important, comme vous le voyez, dans notre bassin d'emploi SEM Métropole qu'au niveau de l'industrie. Donc, là aussi, important. Donc, crédit court terme, c'est-à-dire, vous le savez, les concours bancaires, mais tout ce qui est aussi financement, crédit campagne, tous les financements qui sont mis en place sur peu finalement de mois et qui permettent vraiment aux entreprises de poursuivre, de développer leur activité. Donc, on a un soutien bancaire qui est vraiment avéré sur le court terme pour l'opérationnel des entreprises. Et en page suivante, vous allez avoir donc l'évolution. Alors, l'évolution, elle est moindre sur les crédits moyens long terme, mais elle est quand même supérieure sur notre territoire qu'au niveau de l'industrie nationale. On a une progression de 2,2% contre 0,9 pour la France, avec pour les petites entreprises, donc c'est au milieu à peu près de la répartition par taille des entreprises. On a donc une progression et puis un soutien vraiment important. On a dit qu'on a des grosses entreprises dans notre territoire, on en a aussi beaucoup de petites, donc elles sont bien accompagnées par les banquiers. En tout cas, il n'y a pas de point d'attention ni en début d'année 2021, ni maintenant, donc à l'issue du mois d'avril. La page suivante, ça concerne aussi donc l'accompagnement bancaire avec juste un slide que j'ai sélectionné concernant donc les prêts garantis par l'État. Il y a juste une petite coquille, c'est pas avril 2020, c'est de 2021. Nous avons donc dans la Loire au niveau de l'industrie donc 350 millions donc de PGE qui ont été accordés, et au niveau de la SEM, on en a 245. Il y a absolument eu un soutien aussi très très avéré des banquiers. Nous instruisons Banque de France les dossiers de médiation du crédit. Nous en avons eu un nombre important à partir du mois d'avril 2020 et jusqu'en juillet 2020, lorsque nous avions notamment donc une petite, on va dire, mise en place par les banquiers du soutien sur les entreprises avec des cotations discriminantes. Et là, nous avons été beaucoup sollicités. Après, donc, le législateur a fait en sorte que même les entreprises avec des cotations Banque de France dégradées donc, pouvaient être soutenues par les PGE. Donc, tout s'est vraiment bien remis en place. Et actuellement, donc, et depuis le début de l'année, on doit avoir 3 dossiers en cours de médiation, donc en instruction, et depuis le début de l'année, uniquement donc une dizaine. Donc là aussi, le montant des PGE donc, a augmenté un petit peu, alors un petit peu plus d'ailleurs dans le département de la Loire mensuellement qu'au niveau national. Donc quelques entreprises ont demandé des rallonges en soutien PGE, donc pas de difficultés particulières pour les accorder, et une comparaison favorable par rapport au niveau national, donc en particulier sur Saint-Étienne Métropole. Et puis, les derniers slides, je vous ai mis donc les incapacités à payer, l'évolution, pour
parler un petit peu quand même, parce qu'on va en avoir des difficultés des entreprises, de certaines entreprises. Donc la Banque de France, on estime, au vu de l'analyse des premières données comptables et puis également de tous les entretiens de conjoncture que l'on mène, qu'on aura à peu près 7% des entreprises qui seront en difficulté. Donc c'est peu parce que l'on sait très bien que l'État a joué un rôle d'amortisseur vraiment très très important de cette crise, donc à la fois avec les reports d'échéance, les différés de remboursement, reports d'échéance fiscale, sociale, les mesures, M. Fouquet nous en parlera sans doute après, toutes les mesures aussi d'activité partielle. Donc ça s'est finalement traduit par des déclarations des banques d'incapacité à payer qui ont été donc en augmentation, mais de manière tout à fait quand même faible par rapport à ce qu'on aurait pu imaginer et ce qui s'est passé dans d'autres pays. Donc une progression quand même qui est apparue. Vous avez ici donc une anticipation et un slide qui concerne la capacité de remboursement bancaire. Donc j'aime bien ce slide-là parce qu'en fait, ça nous permet d'apprécier par rapport à l'autofinancement dégagé par une entreprise, hein, c'est-à-dire finalement, eh bien, une fois qu'elle a payé finalement donc ses achats, qu'elle a fait face donc à toutes ces charges de personnel, etc. Donc finalement, on compare l'autofinancement par rapport à son endettement pour savoir si elle a une capacité de remboursement ou non des crédits bancaires. Et on voit là aussi une fois de plus, donc en bleu, en anticipation, on a les capacités de remboursement pour 2021. Donc on voit que l'on a donc des capacités donc qui sont un petit peu plus faible qu'au niveau national, hein, mais on a quand même des capacités qui ne nous font pas spécialement nous inquiéter par rapport donc aux données sorties et qui peuvent bien démontrer, et c'est quelque chose de très très important, que les entreprises du rayon d'action de Saint-Étienne Métropole donc, peuvent lancer des programmes d'investissement pour bien moderniser leurs installations, mais aussi continuer et poursuivre donc au niveau de l'emploi l'orientation positive. Donc il n'y a pas d'alerte sur la capacité de remboursement des entreprises. Et puis, comme on le sait aussi, il y a un gros travail qui est fait par les pouvoirs publics aussi. Il y a le plan de relance qui est en place avec un soutien de l'investissement et on a au niveau de la Loire donc beaucoup d'entreprises qui ont pu être aidées. On attend encore beaucoup de réponses. Donc, à la fois parce qu'il y a ce plan de relance qui est en place avec un subventionnement, et puis à la fois parce que les capacités de remboursement sont bonnes. Pour moi, en tout cas, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir pour les prochains mois. Vous avez enfin donc 2 slides, un concernant les défaillances. Hein, on sait aussi que sur les défaillances, hein, donc les chiffres qui sont indiqués là, on sait qu'elles ont été moins importantes qu'on pouvait l'escompter au début. Donc on a des défaillances d'entreprises hein, qui sont en recul de 57% hein, sur le territoire de Saint-Étienne Métropole. Et puis on a donc finalement une baisse hein, qui en pourcentage est peu importante et moins marquée qu'au niveau national. On a donc là un chiffre en 2021 très très faible hein, de défaillance d'entreprise. Et vous avez sur le dernier slide le pendant, c'est-à-dire les créations d'entreprises. Donc, les créations d'entreprises, là, il y a un chiffre qui peut-être vous étonner parce qu'il est faible, avec un recensement uniquement de 11 créations d'entreprises. Mais là, Maud pourra nous le confirmer si vous le souhaitez. Là, on est sur des créations d'entreprises, donc on n'est pas sur les auto-entrepreneurs, on est sur une taille d'entreprise donc un petit peu plus grande. Donc, on a des créations donc, qui sont en retrait
en tout cas une décélération des créations sur le territoire donc de Saint-Étienne Métropole, mais pour le coup, au mois de mars, on a eu un petit rebond et pour le coup, on a des créations d'auto-entrepreneurs d'auto-entreprises qui sont encore conséquentes. Voilà, j'ai essayé de faire vite, surtout sur la fin de ma présentation. Parce que je pourrais encore vous parler très très longtemps de ces éléments-là, à la fois de structure, de conjoncture, mais je pense qu'il faut plutôt qu'on passe aux échanges, à l'échange de questions-réponses, et puis ça a permis que vous ayez déjà, je l'espère en tout cas, un aperçu synthétique de finalement plus des atouts que des points faibles du territoire de la Seine. Je vous remercie beaucoup pour ces présentations fort intéressantes qui nous a permis effectivement de voir que si notre territoire démontre une réelle capacité de résilience, la structuration de son emploi industriel peut aussi le rendre un petit peu fragile. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était très intéressant et maintenant on va passer aux questions. Agnès, oui, je vois que tu as une question. Alors, avez-vous observé des différences selon les secteurs industriels ? Alors, là, je vais avoir un petit peu du mal à vous répondre par rapport à l'étude à proprement parler. Parce que cette étude, comme je l'ai dit, mais au départ, en fait, c'est une vue d'ensemble sur l'industrie de Seine Métropole. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'est pas descendu sur des focus, mais on pourrait tout à fait le faire, sur des focus, par exemple, sur les textiles médicaux, la santé, sur la mécanique, sur les secteurs qui sont des secteurs donc importants de Seine Métropole. Et puis, si on va un petit peu plus loin, en les comparant au département, voire à la région, voire au-delà. Donc là, ces chiffres-là, donc on ne les a pas par secteur dans cette étude. Par contre, en termes de conjoncture, là, on a des données plus précises, bien sûr, et on a une mécanique qui est notamment tout ce qui est traitement de surface, tout ce qui est sous-traitance par rapport à ce secteur-là très, très important dans notre département. Donc, on a un rebond qui se confirme et parce qu'il y a beaucoup dans ce secteur aussi des débouchés liés donc finalement à l'automobile qui est repartie et aussi à une exportation à la fois pour l'Asie mais aussi pour les USA et on sait qu'on a de nouveau donc une surchauffe en Asie et une très bonne tenue de l'économie aux USA. Donc ce secteur-là, on va dire qu'il a subi de plein fouet il y a un peu plus d'un an, donc le premier confinement et puis la crise sanitaire, et il est reparti et il y a tout ceci se confirme bien. Ensuite, donc on sait aussi que le bâtiment et notamment le second œuvre, tout ce qui est lié aussi à la rénovation énergétique et désormais les travaux publics. Donc ça aussi, ça fonctionne très très bien dans nos départements. Ça pourrait fonctionner même encore mieux s'il n'y avait pas les soucis de main-d'œuvre et puis aussi d'approvisionnement, puisque tout ce qui est verre, bois, cuivre, il y a à la fois des hausses de prix, mais aussi des goulots d'étranglement pour finalement approvisionner ce secteur. Donc voilà principalement ce que je peux vous dire en termes de conjoncture par secteur. Le secteur de la santé, si peut-être bien dire que ce secteur-là qui est porteur est très important, donc Seine Métropole et puis aussi bassin nigérien un petit peu étendu. Donc
pour tout ce qui est orthèse, ceinture, bien évidemment avec les déprogrammations, les reprogrammations des interventions chirurgicales. Donc, il y a une baisse d'activité qui c'est pas reparti encore complètement. Tout ce qui est contention, là, les fabrications et notamment avec un très très fort pourcentage d'exportation, hein, cette activité de contention donc est plutôt stable hein, par rapport au budget et au niveau escompté. Donc globalement, tout ce qui est mécanique, c'est très très bien. Tout ce qui est bâtiment aussi. On a sur le secteur de la santé quelques points d'interrogation. Et puis on a bien entendu, eh bien on attend hein, le secteur hein, café, hôtel, restaurant, événementiel. Ça, on attend le redémarrage et on espère que le soutien de l'État donc va permettre le redémarrage et qu'il n'y aura pas trop de soucis de trésorerie à venir. Merci pour votre réponse. Alors, une autre question. Donc là, vous avez fait un focus hein, sur l'industrie. Est-ce que vous analysez également les autres secteurs, donc comme les services, le commerce bon, et la restauration bah, dont vous venez de parler, là, justement? Alors, en termes d'études conjoncturelles, oui. Je vais laisser Maud expliquer un petit peu au niveau de la région aussi quelles études peuvent être faites dans le cadre d'Axel. Mais il nous faut un échantillon finalement suffisant pour travailler sur des filières. Je vous laisse peut-être donner des explications un petit peu plus techniques, Maud. Oui, bien sûr. Donc on peut faire effectivement sur plein de secteurs différents, vraiment tous les secteurs, tant que l'échantillon que nous avons respecte en fait le secret statistique. Donc après, moi, je fais directement une étude de faisabilité si c'est possible. Mais effectivement, s'il y a assez, enfin, soit on grandit le périmètre de recherche, mais on garde les mêmes secteurs d'activité, ou alors vraiment on essaye d'affiner ou de rajouter des codes NAV parce qu'on peut vraiment le faire soit sur liste de sirènes, soit sur NAV, donc ça peut vraiment être précis et dans différents types d'offres, aussi bien dans le module, donc du coup qui reste plutôt succinct, soit jusqu'à l'étude sur mesure qui est vraiment beaucoup plus approfondie, qui est aussi plus longue, mais on peut faire effectivement sur tous les secteurs d'activité. D'accord, merci. Alors, là, en l'occurrence, je pense que ce qui était demandé, c'est que si vous étiez en capacité ce matin, en fait, de nous donner 2-3 tendances, en fait, voilà, à l'échelle de Saint-Étienne Métropole ou de la Loire sur ces secteurs-là. Mais... Non, parce que du coup, là, on a vraiment fait notre étude sur l'industrie. Pas de Je suis problème. désolée. Alors, il y a Christophe Gallon qui a une question. Je vois qu'il lève la main. Christophe, si tu veux du coup t'exprimer. Oui, bonjour, merci beaucoup, c'est extrêmement intéressant. J'avais juste une remarque, vous l'avez un petit peu abordé finalement, c'était sur le contexte international pour, je crois, sur la Loire et métropole, on a un tissu industriel effectivement, comme vous le savez, de sous-traitants assez importants, parfois de rayons N plus 1, plus 2, voire plus. Donc, je pense fortement dépendant et vulnérable du contexte international, de chocs éventuellement exogènes. Dans ce cadre-là, vous avez un peu évoqué les tendances qui sont positives au niveau national ou international. Donc, est-ce que vous pouvez confirmer un petit peu cette dynamique qui sera fondamentale pour le territoire et les éléments auparavant qui ont été un petit peu fragiles sur des secteurs peut-être de l'aéronautique ou de l'automobile, voilà, avec des sous-traitants assez importants sur le territoire. Voilà, est-ce que vous avez des tendances un petit peu nationales, d'éventuelles fragilités, mais surtout plutôt d'optimisme ou sur le contexte international, voilà, qui sur le territoire industriel, qui reste assez interdépendant en fait, voilà, en termes de donneur d'ordre supérieur ou de contexte international. Voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup. À plus tard. Oui, écoutez, le climat est plutôt donc positif.
Moi, je pense que ce qui pourrait être intéressant, c'est que assez rapidement, parce que moi, je vais pouvoir avoir des données sur la fin juin, peut-être par l'intermédiaire d'Angélique, je vous donne donc les prévisions mises à jour. Elles vont sortir le 14 juin de la Banque de France et ça sera des prévisions donc sur justement l'aspect international, hein, et puis également sur les liens des principaux secteurs, l'interdépendance effectivement, sous-traitance, etc. Et logiquement, même si on ne peut pas faire d'études extrêmement précises, en tout cas pour l'instant sur des secteurs de notre département, on sera, je pense, dans la tendance, hein. Donc globalement, ce qu'on estime et ce qu'on devrait avoir, donc je vous dis 14 juin, confirmé avec tous les détails, ça serait donc une prévision de croissance au lieu de 5%, autour de 5,5%. Donc une bonne reprise, un bon rebond au niveau national. Au niveau international, on n'a pas d'inquiétude. Là aussi, on est en train de travailler sur toutes les dernières données d'inquiétude prégnante, hein, par rapport à finalement donc une crise sanitaire qui se poursuivrait avec des effets négatifs, hein, sur l'économie. Bon, on sait que les campagnes de vaccination dans l'ensemble des pays se poursuivent. Donc, c'est plutôt une teneur positive. Et ce qui va être aussi extrêmement intéressant, c'est au niveau de la santé financière des entreprises, et bien sous une dizaine de jours aussi, hein, d'avoir finalement un panorama avec, parce que d'ici 10 jours, on aura traité beaucoup plus de bilans, d'avoir au niveau national donc ces chiffres-là. Donc, je ne peux pas vous donner des choses très, très précises, si ce n'est une teneur positive, mais soit on attend un petit peu, mais je pense que ça sera peut-être un petit peu long pour vous, et vous m'invitez, si vous le souhaitez, donc pour un point en septembre où je vous fais quelque chose avec un aspect conjoncture internationale plus précis, soit je transmets donc ces documents que vous lirez chacun et qui vont être intéressants d'ici à la fin du mois de juin. Merci beaucoup. Après... On partage ces éléments, effectivement, et de prospective positive. Donc, en fait, on réalise toujours un compte-rendu des clubs économie. Donc, ce qu'on peut éventuellement faire, Madame Gore, c'est que dans le cadre du compte-rendu de ce club-là, on pourra peut-être intégrer du coup quelques nouvelles données, parce que du coup, si vous nous dites que d'ici fin juin, vous en avez, à voir si c'est possible ou pas, juste qu'on intègre 2-3 chiffres clés actualisés. Ok. Donc, quand j'aurai des éléments, je vous les fais passer, comme ça vous les intégrerez. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a une toute dernière question avant qu'on passe à la deuxième intervention de la matinée? Non. Bon, alors on va passer donc, mais merci encore à Madame Gore et Madame Roger. On va maintenant passer donc à la seconde intervention. Donc c'est David Frachis, hein, d'Elo d'Emploi Loire Observatoire, donc qui est responsable de l'Observatoire de l'emploi et des mutations, qui va nous faire en fait un focus sur la filière en fait de la métallurgie, à l'échelle donc cette fois de la Loire. Donc l'objectif de sa présentation, c'est de nous présenter la typologie, on va dire, d'entreprise, mais également de salariés finalement qui travaillent dans la métallurgie, et puis très vite de voir dans quelle mesure la crise sanitaire a pu impacter ce secteur, et notamment les projets de recrutement des entreprises. Voilà, donc je laisse la parole à David Frachis. Oui, donc bonjour, je vais vous présenter les résultats de l'observatoire que l'on a conduit pour l'UMM Loire. Avant d'aller directement dans les chiffres, je vais prendre un petit temps pour vous présenter en fait de quel secteur d'activité on parle. Je vais attendre que la slide s'affiche. La présentation est en train d'arriver là, pas de problème.
Voilà. Vous la visualisez, c'est bon? Oui, pour moi, c'est bon en tout cas. Donc, lorsqu'on parle en fait de l'UIMM Loire, donc le périmètre qu'on a couvert pour l'enquête que l'on a menée auprès des entreprises en mars, donc on est sur un périmètre qui est assez large. On n'est pas que sur la sidérurgie et la métallurgie et la fabrication de produits métalliques. Si on peut passer à la slide suivante. Voilà, donc en fait le périmètre, c'est la métallurgie au sens large, on va dire qu'en plus de la sidérurgie et de la fabrication de produits métalliques, on va ajouter tout ce qui est fabrication de composants, que ce soit composants avec informatique, électronique, optique, des composants électriques également, tout ce qui est lié à la partie transport, donc fabrication automobile, autres moyens de transport, donc train, avion, etc. Et la fabrication de machines et équipements et leur réparation et installation. Donc c'est l'ensemble de ces secteurs d'activité qui ont été couverts en fait, par l'enquête que l'on a conduite en mars de cette année sur les intentions de recrutement. Donc avant de rentrer dans ces intentions et l'impact qu'a pu avoir la crise Covid, quand même donner un petit point de ce que représente la métallurgie sur le territoire de la Loire. Donc la métallurgie, aujourd'hui, c'est 1100 établissements sur la Loire, 90% de TPE-PME qui sont essentiellement des entreprises sous-traitantes. On a eu moins 3% d'entreprises en 5 ans. Il faut savoir que l'industrie manufacturière sur la Loire, c'est moins 5% sur cette même période, donc entre 2014 et 2019. Donc on est plutôt en deçà des tendances de l'industrie. Lorsqu'on regarde la partie salariée, on est à près de 23 000 emplois sur le territoire ligérien, avec une croissance de 1% sur les années 2014 à 2019, bien sûr mise à mal par la partie Covid, légèrement en dessous des tendances de l'industrie manufacturière, qui, elle, avait augmenté de plus 2% sur cette même période. Il faut savoir que lorsqu'on parle de 23 000 salariés à l'échelle de la Loire, c'est 50% de l'emploi industriel ligérien. Donc la métallurgie au sens où nous, on l'a étudié, c'est 50% de l'emploi industriel ligérien que l'on observe. Ça représente 12% de l'emploi salarié total et l'emploi salarié privé. Et si on rajoute la partie emploi public, on est autour de 8% de l'emploi en fait, de la Loire pour la métallurgie. Donc un secteur qui est quand même assez conséquent. Ces emplois qu'on présente sur le territoire, donc il faut savoir qu'ils offrent essentiellement des conditions avec 89% d'emplois en CDI et 94% d'emplois à temps complet, là où on est plutôt à 84% de CDI et 88% de tous secteurs confondus. C'est un secteur où un actif sur 5 est une femme, donc 20%. C'est en dessous de ce qu'on peut observer dans l'industrie manufacturière où on est plutôt à 28%. Après, il faut savoir que sur ces 20% d'emplois féminins, on est quand même sur beaucoup de personnes qui sont dans les fonctions de support et peu qui sont dans les fonctions de production. Ce qu'on constate sur les dernières années, c'est une élévation du niveau de formation qui est requis à l'entrée pour les emplois. La métallurgie, aujourd'hui, elle cherche des personnes dites qualifiées qui sont dotées de CAP et de bac professionnel, voire de diplômes du supérieur, avec notamment des BTS, des DUT, donc des personnes qui ont déjà un premier background et des compétences certaines sur des domaines très précis, et qui sont souvent complétées par des formations ensuite un peu spécifiques selon l'activité de l'entreprise lorsqu'elle rentre dans l'entreprise. Lorsqu'on s'intéresse un peu à la pyramide des âges de ce secteur d'activité, il faut savoir qu'il y a un déséquilibre de la pyramide des âges qui est assez important, puisqu'aujourd'hui, pour un actif de moins de 30 ans qui travaille dans l'industrie métallurgique, on a 2 actifs de plus de 50 ans et plus. Donc forcément, lorsqu'on se projette dans le temps, à 5 ans, à 10 ans, on va avoir de nombreux départs en retraite qui vont être à compenser. Donc, notamment à 10 ans, il y a un actif sur 5 qui aura atteint l'âge de la retraite. Et il faut savoir que c'est quelque chose d'important puisque ça va être source d'emploi dans les années à venir. Dans la métallurgie, on a une stratégie de remplacement des départs en retraite. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le robot ne vient pas toujours remplacer l'homme. On est à 67%, donc à 2/3 des personnes qui partent à la retraite qui sont remplacées à l'identique et 20% qui sont remplacées par un jeu en fait, de chaises musicales, c'est-à-dire qu'en fait, on fait monter une personne en compétence sur un poste de niveau plus élevé et on recrute à un niveau plutôt ouvrier. Et donc, en gros, on est à près de 9 postes sur 10 qui sont remplacés. Donc, forcément, des futures perspectives de recrutement dans les années à venir. Pour donner un peu une perspective nationale à ces chiffres que je viens de présenter, donc lorsqu'on s'intéresse à la dynamique, comme on l'a vu, d'emploi sur le territoire, donc plus 1% sur les 5 dernières années pour la métallurgie ligérienne, on est dans la même tendance que la région. Lorsqu'on regarde la région Auvergne-Rhône-Alpes, finalement, les taux de croissance sont à peu près identiques. Donc, on est sur un taux de croissance qui est assez cohérent avec ce qu'on peut observer au niveau régional.
Lorsqu'on s'intéresse à la partie spécificité, il faut savoir que la métallurgie, c'est un réel marqueur de l'industrie et de l'emploi ligérien, puisqu'on est à environ un indicateur de spécificité de 1,6, c'est-à-dire qu'en fait, le poids de l'industrie métallurgique dans la Loire est 1,6 fois supérieur à ce qu'on peut constater au niveau national. Donc, on a une réelle spécificité qui est marquée sur le territoire ligérien de la métallurgie. Donc, une fois qu'on a fait un peu ce point de contexte, on va passer aux chiffres qui nous intéressent le plus. C'est finalement cette année 2020 et l'impact du Covid. Qu'est-ce que ça a eu en termes de recrutement et d'emploi? Alors, sur la partie création, je ne vais pas m'attarder plus que ça, puisque Madame Gore en a déjà présenté une partie. Nous, ce qu'on a observé sur la partie métallurgie, c'est qu'on a eu des créations qui étaient légèrement supérieures et des réalisations légèrement inférieures aux autres années pour la métallurgie dans la Loire. Donc, c'est ce qu'on observe un peu au niveau régional et national. Après, on prend ça avec beaucoup de précautions, puisqu'on est sur des chiffres, lorsqu'on se concentre sur la métallurgie, qui ne sont pas très élevés. Et du coup, finalement, il suffit une ou deux créations ou une ou deux radiations basculent de décembre à janvier pour que les tendances qu'on mettra en avant soient un petit peu bousculées. Comment on peut expliquer quand même ces chiffres, et notamment ceux des radiations qui sont plus faibles? Il y a 3 explications que l'on peut amener. La première, c'est qu'il y a eu de nombreuses aides des collectivités et de l'État qui ont permis aux entreprises, finalement, de tenir sur cette période qui était délicate pour elles. La deuxième chose, c'est qu'on a des entreprises qui sont au marché diversifié. Alors certes, on a des sous-traitantes, mais des sous-traitantes qui sont adaptées et qui ont tiré notamment les enseignements de la crise de 2008, où finalement, ils ont cherché à diversifier leur activité. Aujourd'hui, si vous allez sur un site internet d'une entreprise de la métallurgie, il n'est pas rare en fait, de voir qu'elle a plusieurs marchés sur des pièces différentes, et du coup qu'elle a réussi à diversifier son activité de manière à ce que lorsqu'un secteur comme ceux de l'automobile et l'aéronautique qui étaient particulièrement en difficulté en 2020, elle ne soit pas complètement impactée et pas complètement à l'arrêt. L'autre marqueur qu'on a, c'est que ce sont des sous-traitants, ça c'est Christophe Gallon qui l'a précisé, souvent de rang 2 et plus, c'est-à-dire qu'elles ne traitent pas directement avec les donneurs d'ordre, elles sont généralement sous-traitants de sous-traitants. Et du coup, il peut y avoir un décalage dans le processus aussi de décision qui fait qu'on reste quand même extrêmement vigilant sur ces chiffres, notamment sur les chiffres de radiation. Et on va être vigilant sur la période qui va s'ouvrir avec le début finalement des remboursements des PGE, les décalages de cotisations qui vont arriver. Donc, vérifier que sur cette période-là, il n'y ait pas de défaillance majeure d'entreprise qui serait finalement juste un décalage dans le temps. Donc, il y a un énorme point de vigilance là-dessus pour nous et quelque chose sur lequel on est assez vigilant lorsqu'on regarde les chiffres. En termes d'impact emploi, il faut savoir que la Loire, entre le 4e trimestre 2019 et le 4e trimestre 2020, donc ce sont des données de l'URSSAF, a perdu 3100 emplois, soit moins 1,6%, et que l'industrie ligérienne a perdu, elle, 760 postes, et donc moins 1,6%. Mais au sein de cette industrie, la métallurgie a payé un tribut qui était un petit peu plus important, puisque lorsqu'on avance sur les chiffres qui sont un peu plus détaillés, on observe que la métallurgie et la fabrication de produits métalliques, ce qu'on pourrait appeler le cœur d'activité, a perdu près de 400 postes, soit une baisse de moins 3,5%, et que la fabrication de matériel de transport, elle, a perdu 140 postes avec une baisse de 5,1%. Ce qui a le mieux résisté sur cette période-là, c'est la fabrication de produits électroniques, informatiques, électriques, qui a perdu seulement 20 postes, et moins 0,3% d'emplois. Lorsqu'on a interrogé les entreprises sur leur recrutement en 2020, c'est-à-dire lorsqu'elles ont recherché des postes, est-ce qu'elles ont eu des difficultés à les pourvoir? Donc, sur 100 postes recherchés en 2020, il faut savoir qu'elles ont réussi à en pourvoir 80 en moyenne, ce qui est un chiffre en amélioration par rapport à l'enquête précédente qui était seulement de 75. Alors après, ce chiffre est à relativiser. On pourrait voir le verre à moitié plein en se disant finalement, c'est une bonne nouvelle, elles ont plus facilement réussi à pourvoir leur poste. Il faut savoir qu'en 2020, elles ont aussi recherché un peu moins de postes que les autres années du fait du contexte. Sur ces 80 postes, il y en a 29 qui ont été pourvus par des femmes, et donc ça représente 36% des recrutements qui ont été effectués. Les entreprises qui ont eu le plus de difficultés à recruter dans la métallurgie l'année dernière sont les entreprises de Loire-Sud. Donc par Loire-Sud, c'est Saint-Étienne Métropole essentiellement, mais aussi les territoires du Pilat. Les plus petites entreprises, celles de moins de 10 salariés, et les entreprises du secteur de la fabrication de produits informatiques et électroniques. Lorsqu'on se projette sur ces recrutements en 2021, et finalement, c'est les premiers effets conjoncturels, qu'est-ce que l'on peut observer? Donc, on a pour l'ensemble de la métallurgie, alors il faut savoir que l'enquête elle est conduite sur le périmètre UMM, mais aussi sur son périmètre géographique. Et du coup, là, les chiffres que je vais vous présenter, c'est donc la Loire, plus l'arrondissement d'Issingeaux, qui dépend également de l'UMM Loire 42. Donc, on est sur 1680 recrutements qui sont attendus.
si on peut faire afficher le chiffre. Voilà, de 1500 à 1700 intentions de recrutement. Donc, nous, le chiffre qu'on avait donné, c'était 1550, 1680, si on veut être un tout petit peu plus précis. 23% qui vont être pour pallier des départs en retraite, donc un recrutement sur 4 qui sera fait pour pallier un départ. Donc, c'est déjà des chiffres importants. La moitié de ces recrutements qui vont être liés à un développement d'activité. Donc, lorsqu'on dit 1680 intentions de recrutement, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, ça a plutôt bien résisté par rapport aux autres années, puisqu'il y a 2 ans, on était autour de 1900 intentions de recrutement. On a quand même noté une baisse de 5%. Après, il faut quand même se méfier de ce chiffre-là, c'est-à-dire qu'on est dans un contexte qui est quand même différent de l'enquête qui avait été menée en 2019, la dernière enquête, puisqu'en 2020, du fait du contexte, on n'en a pas conduit. Puisqu'on a des entreprises qui sortent finalement d'une année 2020 qui a été assez difficile, où il y a eu des ajustements d'effectifs qui ont été faits, notamment avec les intérimaires et les CDD. Donc finalement, on a certes 1680 intentions de recrutement qui sont prévues, mais je dirais qu'on part finalement d'un peu plus bas, puisqu'il y a eu des pertes d'emploi sur l'année 2020. De plus, nous, notre enquête, elle a été réalisée juste avant le 3e confinement, avec des perspectives de reprise qui étaient progressives, mais qui restent incertaines. Donc c'est des choses qu'il faut prendre en compte. C'est pour ça que lorsqu'on communique sur les chiffres d'intention de recrutement, on a communiqué sur une fourchette et en fait, on prend plutôt l'intervalle bas qui est de 1500 à 1700 intentions de recrutement. L'autre variable qu'on a pu identifier aussi, c'est la part un peu plus importante de l'intérim cette année dans les intentions de recrutement. Lorsqu'on a interrogé les entreprises, un recrutement sur 5, pour l'instant, serait conduit grâce à l'intérim, ce qui est plus important que ce qu'on peut constater sur les autres années. Les CDI résistent plutôt bien et ce qui est aussi intéressant de regarder, c'est que finalement tout ce qui est alternance, que ce soit via l'apprentissage ou les contrats de professionnalisation, reste assez stable sur les dernières années, notamment aussi avec l'aide qui a été apportée sur le recrutement des apprentis et les aides dont peuvent bénéficier les entreprises. Lorsqu'on s'intéresse au recrutement par métier, qu'est-ce qui ressort? Alors, les métiers de la production, donc les métiers cœur de cible, sont les métiers qui vont le plus recruter. Le premier, ça va être opérateur de production, 400 intentions de recrutement. Ensuite, on va retrouver le technicien de production, 250, et le chaudronnier, 140 intentions de recrutement. Donc, on est sur des recrutements qui sont un peu moins élevés qu'il y a 2 ans, avec des difficultés de recrutement qui, même si elles restent élevées, sont légèrement plus faibles, du fait notamment de volume d'intentions de recrutement qui sont un peu plus faibles. La nouveauté, finalement, sur les intentions de recrutement 2021, elle se situe plutôt dans les intentions de recrutement qui ont été signalées sur les fonctions support, et notamment sur le métier de commercial qui apparaît à l'écran, donc avec 130 intentions de recrutement, et qui n'apparaît pas sur cette slide-là, mais qui était juste en dessous de ce top 7, finalement, c'était aussi tous les métiers qui étaient liés à la communication et au marketing. On a noté dans ce début d'année 2021 une réelle volonté des entreprises dans ce contexte de se donner les moyens d'aller chercher des nouveaux contrats et de développer leur activité. Donc ça, pour le coup, c'est une réelle intention, une réelle nouveauté sur l'impact qu'a pu avoir le Covid en 2021, cette volonté d'aller chercher finalement de nouveaux marchés, de développer leur activité pour 2021. Et du coup, de renforcer finalement une des qualités qui a permis aux entreprises de mieux résister, qui était de développer les marchés et de ne pas être dépendant d'un seul marché, notamment ceux de l'aéronautique et de l'automobile. Si on peut passer à la slide suivante. Donc, il faut savoir que ces recrutements 2021, même s'ils sont un peu moins élevés, ça reste des difficultés qui sont structurelles. C'est-à-dire que 88% des entreprises pensent rencontrer des difficultés à recruter en 2021. C'est 14 points de plus qu'il y a 2 ans. Donc, c'est des chiffres qui interpellent forcément quand 9 entreprises sur 10 pensent avoir des difficultés à recruter, ne serait-ce que sur un des postes. Les 3 principales raisons qu'elles invoquent, et ça, elles restent identiques, quel que soit le contexte, c'est dans un premier temps le manque de candidats, pour 3 entreprises sur 4, le manque de motivation des candidats, pour 54% d'entre elles, et des candidats au profil inadéquat pour 51% d'entre elles. L'autre changement majeur qu'a eu la crise du Covid, c'est que finalement, ces difficultés de recrutement, lorsqu'on leur demandait quels étaient les freins au développement de leur activité, depuis 3 ans, c'était réellement le frein principal et on va dire d'une large tête sur tous les autres freins qu'on avait pu étudier ou proposer. Et cette année, en 2021, ce qui ressort largement en tête et bien devant les difficultés de recrutement, ça va être la maîtrise des coûts de manière générale. C'est-à-dire que les entreprises nous ont dit qu'aujourd'hui, leur principale préoccupation, c'est de faire attention aux coûts des matières premières, au coût de l'énergie, à la fiscalité. Il faut savoir que notamment le prix des métaux a fortement progressé, ce qui forcément est un coût supplémentaire dans la production. Et c'est réellement le principal facteur négatif qui va impacter leur activité.
Autre point que je n'ai pas mentionné sur la slide, mais qui a été mentionné avant, de plus en plus, et ça se renforce de mois en mois, il y a eu, suite à l'augmentation des prix des matières premières et des composants, aujourd'hui, il y a la pénurie de ces composants qui commence à impacter les entreprises. Et une des principales impactées aujourd'hui, un des principaux secteurs, c'est tout ce qui est composants de l'informatique, de l'électronique et de l'optique, qui a du mal aujourd'hui à avoir les composants nécessaires pour pouvoir mener à bien ces fabrications. Donc, tout ça freine aussi la reprise, cette reprise progressive de l'économie. Et voilà, ce sont les préoccupations aujourd'hui des entreprises devant les difficultés de recrutement. Voilà pour ces quelques chiffres. Je vous remercie pour votre attention. Et maintenant, si vous avez des questions ou des besoins de précision, je peux pouvoir essayer d'y répondre. Merci beaucoup pour cette présentation très riche. Qui permet effectivement de bien mettre en évidence, hein, une fois de plus, la métallurgie au sein de notre territoire qui montre vraiment qu'on est dans un secteur qui est spécifique, qui a quand même cette capacité à résister aux différentes crises, même s'il est quand même un petit peu mis à mal, mais résiste malgré tout. On voit qu'il y a encore finalement des projets de développement, qu'il y en a même de plus en plus, et c'est intéressant de mettre à côté de ça finalement en évidence les difficultés quand même auxquelles sont confrontées les entreprises, qu'il s'agisse donc des difficultés de recrutement, mais où là on est plutôt sur quelque chose de structurel, ou des difficultés du coup plus conjoncturelles à l'image des pénuries. Voilà. Merci pour cette présentation. Donc, je laisse maintenant place aux échanges et au débat. Est-ce qu'il y a des réactions par rapport aux chiffres qui vous ont été présentés, des demandes de précision? Alors, une petite demande de précision sur le périmètre géographique de l'enquête. Oui. Alors, les chiffres que j'avais présentés à l'introduction étaient bien les chiffres de la Loire. Et à partir du moment où j'ai présenté les chiffres de l'enquête, donc je les dis rapidement, en fait, on est sur le territoire ligérien plus l'arrondissement d'Issingeaux. Donc, en gros, c'est la Haute-Loire, toute l'est de la Haute-Loire, donc les 6 EPCI de l'est de la Haute-Loire, donc notamment Issingeaux, Monistrol, etc. Donc, ça inclut ces chiffres-là. Et lorsque je parle de 1680 intentions de recrutement, donc c'est pour l'ensemble de ce territoire-là. Et si je devais faire un focus sur la Loire, pour la Loire, on serait à 1400 à 1450 intentions de recrutement sur les 1680. Alors, une nouvelle question. Est-ce que les formations locales permettent aux entreprises de trouver des jeunes? Alors là, c'est vrai que c'est l'UMM qui serait mieux placé que moi pour y répondre, mais je peux apporter un premier niveau de réponse qui est celle que fait souvent la métallurgie. Oui, en partie. C'est-à-dire qu'en fait, il existe des formations pour la plupart qui sont disponibles. Alors, il y a quelques formations qui sont manquantes et que les entreprises, des fois, sont elles-mêmes obligées de réaliser sur des vieux métiers. Mais on va dire que pour les métiers d'usineur, de soudeur, de chaudronnier, technicien de maintenance, les formations sont présentes sur le territoire. Après, est-ce que le volume de formation est suffisant pour pallier l'ensemble de ces difficultés? Non. C'est-à-dire que chaque année, il y a environ besoin, entre le développement d'activités et le remplacement des personnes qui partent du secteur, que ce soit pour des départs volontaires, départs en retraite, etc., à peu près de 1500 recrutements. Donc, toutes les formations ne permettent pas d'abord d'absorber ce volume de recrutement, d'autant plus que les formations présentes sur le territoire, donc pour certaines, comme je parle de technicien de maintenance, il faut savoir qu'un technicien de maintenance, il est recherché par l'ensemble de l'industrie. Donc, il va être recherché dans l'industrie agroalimentaire, il va être recherché dans le textile. Et du coup, forcément, toutes ces industries vont, entre guillemets, se battre pour pouvoir recruter cette personne. Et du coup, les volumes sont insuffisants. Je peux dire la même chose pour la partie conducteur d'équipement, c'est-à-dire que ce soit un équipement dans la métallurgie, de l'agroalimentaire, toute cette conduite de chaîne de production, en fait, demande des compétences et les formations ne sont pas suffisantes aujourd'hui pour absorber tout ça.
autre question. Quelles sont les solutions pour pallier aux difficultés de recrutement? Alors, les solutions, il n'y a pas de recette miracle, malheureusement. Il y a on va dire, le principal travail qui est fait aujourd'hui, c'est un travail pour aller sur la promotion de l'attractivité des métiers. Alors, de la métallurgie, mais on va dire de l'industrie en général, hein, puisque le problème est le même dans les autres industries. Et donc, il faut travailler sur un certain nombre d'idées reçues que peuvent avoir les gens sur ces métiers-là. Donc, déjà sur les conditions de travail au sein d'une entreprise, dans les conditions de propreté des ateliers, puisque beaucoup d'entreprises beaucoup de personnes ont une image des fois un peu dépassée de la manière dont sont les entreprises. On va aussi travailler sur les salaires, beaucoup. C'est-à-dire que, notamment chez les jeunes, beaucoup ont une fausse idée des salaires que l'on peut gagner dans l'industrie aujourd'hui. Pour vous prendre un exemple concret qu'on met souvent en avant, c'est le chaudronnier dont je parlais tout à l'heure. Quand on interroge les jeunes comme ça, en général, ils pensent qu'un chaudronnier va gagner autour du SMIC dans l'industrie. Et il faut savoir que, alors ce n'est pas des chiffres ni de la métallurgie ni d'Elo, c'est des chiffres qui ont été donnés par Via Compétences sur leur plateforme, sur leur outil disponible en ligne, qui sont issus des données nationales. Il faut savoir qu'un jeune en début de carrière de chaudronnier va gagner entre 1 500 et 1 600 euros net. Et un salaire moyen de chaudronnier aujourd'hui dans la Loire, c'est 1 750 euros net. Donc, on est sur des salaires qui sont au-dessus du SMIC quand même. Donc, voilà, ce sont aussi ces types-là d'informations qu'on essaie de faire passer au travers d'actions de promotion des métiers qu'on conduit sur le territoire, auprès des demandeurs d'emploi, auprès des jeunes. Quand je dis les jeunes, aussi bien dans les collèges, lycées, auprès des étudiants. Voilà, pour leur donner envie d'aller sur ce secteur d'activité qui a évolué et qui propose aujourd'hui de nombreuses opportunités d'emploi. Alors après, il y a des choses qui restent vraies, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent encore en 2-8 ou en 3-8, donc ce sont des horaires décalés. Voilà. Mais par contre, il y a d'autres informations qui est intéressant de mettre à connaissance du public pour qu'ils aient une autre idée de ce secteur-là et qu'ils puissent choisir, on va dire, avec toutes les informations disponibles, leur orientation. Le manque de motivation des candidats se retrouve-t-il dans d'autres domaines? Alors nous, on travaille avec le secteur, on travaille beaucoup aussi avec le secteur, donc l'industrie en général, le bâtiment et le transport, que ce soit transport de voyageurs et transport de marchandises. Et ce sentiment de manque de motivation que décrivent les entreprises, il est assez présent dans les 3 secteurs d'activité que je viens de citer. Après, il faut savoir que lorsqu'on parle de manque de motivation, lorsqu'on interroge les entreprises plus précisément sur ce qu'ils appellent le manque de motivation, notamment des jeunes, c'est un manque de motivation. Ils mettent souvent le côté comportement, c'est-à-dire le fait que la personne dise bonjour en arrivant, au revoir en partant, qu'elle soit à l'heure, qu'elle soit présente tous les jours à son poste de travail. Voilà, derrière un manque de motivation, c'est souvent ça que décrivent les entreprises et qui leur pose souci aujourd'hui. C'est-à-dire que beaucoup nous disent, finalement, si je n'ai pas la personne qui a les compétences requises aujourd'hui, amenez-moi déjà quelqu'un de motivé, donc quelqu'un qui sera présent à son poste chaque jour, et je m'occupe de le former moi-même. C'est le discours que nous tiennent les entreprises aujourd'hui. Il y avait eu aussi une question sur, alors, est-ce que la crise a eu un impact, mais sur la difficulté des jeunes à trouver des formations, on va dire, voilà, qui correspondent vraiment à leurs besoins. Enfin, je ne sais pas. Catherine, tu veux peut-être prendre la parole pour mieux expliciter ta question? C'était plus dans la suite sur les questions de formation et du coup le lien entre entreprise et formation. Est-ce que le fait de la crise sanitaire, ça a impliqué encore plus de difficultés? Parce que les étudiants aussi ont eu une période difficile également eux-mêmes. Est-ce que les entreprises ont trouvé qu'ils étaient du coup moins formés ou... Alors, sur la qualité de la formation, j'aurais du mal à répondre. Sur les difficultés, par contre, pour les jeunes de trouver une alternance ou même un stage, alors sans précisément cibler le secteur de l'industrie, c'est plutôt dans les partenaires qu'on a autour, avec qui on peut travailler, donc les lycées, les collèges, les universités, etc. Enfin, pas les collèges parce qu'ils n'ont pas de stage, mais
quoique les stages de troisième aussi. Mais collège, lycée, université, tout ce qui est acteur de la formation, oui, les jeunes ont eu un peu plus de difficultés à trouver. C'est pour ça que l'État avait aussi permis finalement de s'inscrire en rallongeant la période pour trouver son entreprise, notamment pour la partie alternance, et ce qui a bénéficié à certains jeunes pour avoir plus de temps à trouver cette entreprise qui a eu plus de difficultés. Après, il y a certaines formations qui nous ont, sans que je cite aucun nom, qui nous ont clairement dit qu'elles avaient une partie de leur promotion qui avait du mal à mettre tous leurs jeunes en stage. Et du coup, effectivement, il y a des jeunes qui n'arrivent pas forcément à trouver des stages, que ce soit en lycée ou même dans les études supérieures, pour pouvoir terminer leur année. Et du coup, les organismes de formation de manière globale se sont adaptés en proposant d'autres manières finalement d'occuper cette période de stage, tout en gardant l'aspect professionnalisant. Après, c'est surtout pour le jeune que c'est plus difficile, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui ont eu des difficultés à trouver des stages ou des apprentissages, et après il y a ceux qui les ont trouvés et qui, du fait du contexte, ont passé une grosse partie de leur apprentissage ou de leur stage en télétravail, notamment dans les fonctions tertiaires, ce qui est un peu différent de ce qu'on peut imaginer lorsqu'on va chercher un stage ou un apprentissage et qu'on est dans les études. S'il y a une dernière question, on va la prendre avant de passer à la troisième et dernière intervention. C'est tout bon? Bon, merci pour cette présentation. Donc, merci. On va maintenant passer donc à la dernière présentation de la matinée, donc qui va être réalisée par Alain Fouquet, donc qui est directeur départemental adjoint de la DDETS. Voilà. Donc là, l'objectif en fait de cette présentation, donc vous l'avez vu pour l'instant, on a beaucoup abordé la conjoncture économique et les impacts donc de la crise sanitaire. Maintenant, il nous semblait intéressant d'aborder la question du soutien qui a été proposé entre autres par l'État aux entreprises. Et donc, Monsieur Fouquet va nous faire en fait un focus sur l'activité partielle de manière voilà, à ce qu'on puisse quand même se rendre compte de ce que ça a représenté sur notre territoire et également du type d'entreprise qui a été concerné. Donc, je vous laisse la parole, Monsieur Fouquet. Je suis en train de charger la présentation. Merci. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je vais vous parler donc de l'activité partielle. Alors, je vais le faire je vais vous parler de trois choses, en fait. Dans un premier temps, je vais vous rappeler quelques éléments sur le dispositif cela permettra après de mieux comprendre les statistiques qu'on vous donne. Après, dans un deuxième temps, je vous donnerai des éléments chiffrés. Alors, évidemment, les éléments chiffrés que j'ai sont assez peu localisés. Vous verrez, dans le meilleur des cas, c'est départemental. Et parfois même, je n'ai que des éléments régionaux. Enfin, ce sont des statistiques qui ont pour objectif de la gestion, pas forcément de l'étude. Et puis après, j'essaierai de m'aventurer sur une réflexion un peu plus générale sur l'impact de la crise sur le marché du travail et sur l'économie. Donc, tout d'abord, sur l'activité partielle, alors je m'excuse pour ceux qui connaissent déjà, mais ça me paraît intéressant quand même de le rappeler pour l'ensemble des participants. Donc, l'idée, c'est bien d'accompagner une baisse de la durée du travail des salariés, et cette baisse pouvant être générée par différents motifs. Covid, difficulté d'approvisionnement, baisse du chiffre d'affaires, enfin il y a différents motifs possibles de recours. C'est un mécanisme donc en deux temps. Il y a l'indemnisation, donc l'employeur indemnise le salarié à un certain niveau, et l'État rembourse l'employeur, c'est l'allocation d'activité partielle. Donc d'un côté, l'indemnité d'activité partielle versée aux salariés et l'allocation versée par l'État. Alors, autre élément important de compréhension, c'est que les taux, justement, à la fois d'indemnisation et d'allocation, varient dans le temps, ce qui n'est pas sans incidence sur le recours au dispositif. Et ce que je souhaite surtout mettre en avant, c'est que dans la période qui est devant nous, et ça a même commencé, donc on va baisser à la fois donc
l'indemnisation des salariés va être baissée. Donc, dans le cas général, ce sera à partir du 1er juillet, puisque là, la baisse passera l'indemnisation du salarié passera de 70% de la rémunération brute à 60% de la rémunération brute. Et du côté des employeurs, donc, l'allocation versée aux employeurs a déjà baissé, puisqu'elle est actuellement de 60% de la rémunération brute. À partir du 1er juin, elle passera à 52% de la rémunération brute, et ensuite à 36%. Donc, ceci pour le secteur général. Donc, il y a des règles particulières pour les secteurs les plus impactés par la crise, où le dispositif que j'ai décrit s'applique, mais de manière décalée dans le temps. Mais ça s'applique aussi, et on est bien actuellement dans une phase de restriction de l'aide. C'est important de le souligner, lié évidemment à la reprise qui est constatée par ailleurs. Donc dire aussi que la procédure, donc c'est une procédure qui est complètement dématérialisée et qui se passe en 2 temps. Il y a des demandes d'autorisation qui sont faites, qui sont un principe préalable. Enfin, il y a des exceptions, mais le principe, c'est que la demande d'autorisation est préalable. Et puis, une fois l'activité partielle réalisée, constatée, la baisse de temps de travail constatée, il y a une demande d'indemnisation. Et donc, ce qui est très important de comprendre, c'est que les chiffres qu'on peut vous donner sur les demandes d'autorisation et ceux sur les demandes d'indemnisation sont très différents. À savoir qu'il y a une pratique des entreprises et qu'on accepte totalement, qui est de faire des demandes d'autorisation d'activité partielle, souvent très, très larges. La demande d'indemnisation qui finalement constate la réalité des choses étant souvent beaucoup plus faible, à plus faible hauteur que la demande d'autorisation. Donc voilà pour la présentation de l'activité partielle de droit commun. Donc il y a un autre dispositif qu'il faut aussi connaître, puisqu'il y a quelques statistiques là-dessus aussi dans mon document, c'est l'activité partielle de longue durée. Donc là, c'est un peu autre chose. On s'installe, enfin, c'est une forme d'activité partielle sur une longue durée, à partir du moment où on est dans une prévision de baisse du chiffre d'affaires, donc assez importante, hein, jusqu'à 40%, voire 50% par dérogation. Et là, donc, on rentre dans le dispositif d'activité partielle de longue durée en prenant des engagements sur le maintien de l'effectif et sur la formation des salariés en activité partielle. Mais en contrepartie de cela, si on rentre dans l'activité partielle de longue durée, on peut conserver les taux d'indemnisation et d'allocation tels qu'ils étaient antérieurement, c'est-à-dire ne pas être affecté par la baisse des taux. Donc, ce qu'on peut imaginer dans les mois à venir, c'est un basculement d'une partie des demandes en activité partielle de longue durée pour les entreprises qui ne seront pas en mesure de cesser totalement l'activité partielle. Donc voilà pour l'introduction un peu sur le contexte général de l'activité partielle et de l'activité partielle de longue durée. Après, j'ai quelques statistiques. Alors, comme je vous l'ai indiqué, elles sont assez générales, hein. Ça ne concerne jamais Saint-Étienne Métropole. On n'a pas ce moyen de focalisation. Mais bon, enfin, on retrouve très certainement la situation de Saint-Étienne Métropole dans la situation générale et la nuance venant notamment de la part de l'industrie sur ce territoire. Donc le premier document là vous présente le total des heures indemnisées et des indemnisations pour la Loire et pour le département et pour la région. Donc un premier constat, donc c'est que si on regarde les heures indemnisées, je suis bien là sur les heures indemnisées comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, donc la réalité des prix, hein, pas les demandes d'autorisation. On voit bien que c'est tout à fait extraordinaire parce que c'est des chiffres qu'on n'avait jamais connus avant la situation du Covid. Et puis ce que l'on voit aussi, c'est que s'agissant de la Loire, on est à 7,45% des heures indemnisées en Auvergne-Rhône-Alpes, donc on est au-dessous de ce qu'on pourrait attendre par rapport au poids de la Loire dans Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est certainement dû au fait de la forte présence de l'industrie qui est, on le verra plus tard, un peu moins impactée que d'autres secteurs comme le tourisme, la restauration, des choses comme ça. Donc le deuxième slide, alors représente, lui, la part des salariés indemnisés par l'activité partielle, mais alors au mois de mars 2021, c'est-à-dire dans la période quasiment la plus récente, et on retrouve ce que je vous disais, c'est-à-dire que la Loire, avec 4,6%, n'est pas, et de loin, le département où il y a le plus, où le pourcentage des salariés indemnisés est le plus fort. On voit que
la Savoie et la Haute-Savoie sont beaucoup plus concernés par l'activité partielle, et on comprend pourquoi. Quand on connaît, alors c'est vrai qu'ils ont aussi un socle industriel fort, mais enfin, ils ont pas mal de salariés dans le tourisme et dans l'hôtellerie-restauration. Alors, les statistiques d'après sont assez imbuvables, et je vais essayer de vous expliquer ce que j'ai voulu démontrer. Donc, j'ai essayé de regarder. Donc, ce sont d'abord des chiffres régionaux, parce qu'on n'a pas, quand on veut regarder donc, par secteur d'activité, on n'a rien qui soit même pas départementalisé. Donc, on n'a que des chiffres régionaux. Donc, évidemment, les chiffres bruts changent, mais on va regarder les pourcentages. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est regarder les heures indemnisées en avril, en novembre et en janvier, c'est le slide d'après, 2021. Ceci pour tenir compte du fait que, et pour démontrer que l'activité partielle colle complètement aux contraintes sanitaires. Donc, selon le niveau de contraintes sanitaires, le niveau d'activité partielle se décline. Alors, si on regarde, par exemple, entre avril et novembre, alors avril, c'était le mois le pire, pour donner des indications départementales. Donc, on était à 7 500 000 heures en avril 2020, alors qu'en mars de cette année, nous sommes à 986 000 heures indemnisées. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, avril 2020, c'était vraiment le fond du fond. Et là, donc, l'industrie représentait, donc, dans l'industrie, je prends les items 2, 3 et 4, la fabrication de denrées alimentaires, fabrication d'équipements électriques, fabrication de matériel de transport, c'était à 15,8. Et en novembre 2020, l'industrie, c'est plus que 7,1. La construction, là aussi en avril, boum, 12,8 d'activité partielle dans la construction. Quand on regarde sur novembre, on n'est plus qu'à 1,2. Donc, le redressement très spectaculaire. Hébergement, restauration, donc on était à 13,6 en avril 2020, on passe à 32,3 en novembre 2020. Si on regarde ensuite, dans la même idée, si on compare la situation de novembre 2020 à janvier 2021, donc on voit que dans l'industrie, ben, la baisse du recours se poursuit, puisqu'on passe de 7,1 à 6,3. La construction, ben, on est tombé à pas grand-chose, à 1,2, alors on remonte un peu, on remonte à 1,7% en janvier 2021. Bon, mais enfin, on est quand même assez loin du point de départ de 13,6 d'avril 2020. Et si on regarde l'hôtellerie-restauration, on voit que là, sur le plan régional, alors les chiffres sont un peu plus faibles dans le département probablement, mais sur le plan régional, on passe de 32,3% de l'indemnisation à 48,8%. Donc c'est vraiment l'activité partielle. Donc si on prend au niveau régional, en janvier 2021, il y a la moitié quasi qui est dans l'hôtellerie et la restauration. Donc ça mérite d'être noté. Donc, je vous expliquais qu'au-delà de l'activité partielle, il y avait un autre sujet, c'était l'activité partielle de longue durée. Donc, c'est la slide suivante. Donc, on retrouve des choses assez similaires que pour l'activité partielle tout court, c'est-à-dire qu'en termes d'heures demandées, donc la loi représente 6,11% des heures demandées. Alors attention, là je suis sur les heures demandées, je n'ai pas les éléments sur les demandes d'indemnisation réelles, hein, donc c'est un point qui serait un point de vigilance et de prudence sur ce qui est indiqué. Mais bon, on voit là aussi que la Loire, avec 6,11%, est plutôt en dessous de ce qui est des demandes reçues au niveau régional par rapport à ce qu'on pourrait attendre, toujours par rapport au poids de notre département. Alors ensuite, si on regarde, et cette fois, excusez-moi, on repart aussi sur des statistiques régionales, c'est la slide d'après, oui, c'est celle-là. Donc on voit que les principaux secteurs qui sont demandeurs, bon, c'est la fabrication de matériel de transport, donc ça ne me surprend pas. Donc 26,28, donc c'est effectivement tout ce qui peut être lié à l'aéronautique et l'automobile, où là, effectivement, il y a des baisses de chiffre d'affaires durables et donc des entreprises qui s'engagent dans l'activité partielle de longue durée. Après, il y a deux autres items qui, eux, m'interpellent un peu plus, je n'ai pas trop d'explications. La fabrication de demandes alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac, enfin, si ça, on voit à peu près aussi le lien avec l'hôtellerie-restauration, donc 15,14%.
Et puis l'activité immobilière, les activités immobilières, 14,92%. Donc voilà sur ce que je comptais donner comme chiffre sur l'activité partielle. Après, bon, cette activité partielle, son objectif, c'était effectivement d'éviter les licenciements pour motifs économiques, donc d'éviter une destruction un peu du marché de l'emploi, enfin une aggravation très forte de la situation du marché de l'emploi. Alors donc, qu'en est-il actuellement de cet objectif-là? Alors, sur le sujet des licenciements économiques, effectivement, hein, on n'observe pas une augmentation très significative des licenciements pour motifs économiques. Alors, il y a eu quelques dossiers un peu emblématiques qui sont directement liés, enfin, en tout cas accélérés par la crise Covid. Bon, je pense à des dossiers comme Kidilise ou comme Alinéa sur la zone de Saint-Étienne Métropole. Ce que l'on voit aussi venir, c'est des dossiers qui sont pas liés complètement au Covid non plus, mais qui sont liés un peu à une nouvelle répartition économique les nouveaux poids des différents secteurs économiques. On a dit tout à l'heure, Madame Gore l'a dit, que donc, la Chine performait, enfin, n'avait même pas connu de baisse de PIB en 2020, que les États-Unis rebondissaient très très fort. Et ça s'y connaît on a certains dossiers d'entreprises qui, effectivement, alignent leur production par rapport à cette nouvelle donne économico-stratégique. Enfin, je ne sais pas comment il faut dire, enfin, vous avez compris ce que je voulais dire. Donc, le fait d'avoir évité les destructions massives d'emplois, c'est clairement un objectif qui est atteint. Alors après, pour autant, quand même, si on regarde l'évolution de la demande d'emploi, bon, on peut quand même pas être complètement satisfait. Donc sur l'emploi salarié, bon, effectivement, hein, pas trop de baisse de l'emploi salarié. Donc moi, j'ai entre le 4e trimestre 2019 et le 4e trimestre 2020, une baisse de 0,9 en prenant l'emploi salarié au sens large, hein, y compris le secteur public. Par contre, j'ai quand même deux points de vigilance, on va dire. C'est pas surprenant, hein, c'est pas une découverte, hein, c'est le problème de l'emploi des jeunes, où on a quand même, donc, sur la période alors là, nous, on marche par trimestre, donc j'ai entre mars 2020 et mars 2021, on a une hausse de 4,9% de l'emploi des jeunes. Donc, on voit bien quand même qu'il y a un sujet. Alors, ce sujet étant lié très clairement au fait que les entrées sur le marché du travail ont été moins possibles et que, bon, il y a eu une baisse des emplois du type travail temporaire ou CDD qui a affecté plus particulièrement cette catégorie de la population qui est majoritaire dans ces emplois précaires. Donc un premier sujet spécifique, donc, qui est l'emploi des jeunes. Donc face à ça, donc, on a le plan Un jeune, une solution. Donc on essaye de contrecarrer cette tendance un peu naturelle, on va dire. Même si bon, les jeunes rebondiront certainement avant les autres. Alors après, le deuxième sujet de préoccupation qui est peut-être moins avancé, mais que je me permets de mettre en avant, c'est quand même la situation des demandeurs d'emploi de longue durée. Hein. Et où l'on voit, alors là je suis sur des chiffres Loire, hein. Donc au premier trimestre 2020, on avait dans le total de la demande d'emploi, donc qui a relativement peu évolué, mais enfin, on avait 47,6% de demandeurs d'emploi de plus d'un an, pardon, et c'est passé à 51,6%. Hein, donc une hausse de 4 points du pourcentage de demandeurs d'emploi de longue durée dans le total de la demande d'emploi. Donc c'est un sujet qui, je pense, dans les mois qui viennent, va certainement être un peu mis en avant, qui est lié aux mêmes raisons que précédemment, hein, c'est-à-dire moins de recrutement. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Merci de votre attention.
Merci beaucoup, Monsieur Fouquet, pour cet éclairage voilà, sur les dispositifs d'aide et de soutien aux entreprises. Alors, j'ai pu constater qu'il y avait déjà une première question. À défaut d'avoir des chiffres précis, pensez-vous au niveau du ressenti que les heures d'activité partielle de longue durée seront peu réalisées, comme cela a été le cas pour l'activité partielle de droit commun? Alors, réponse, oui. Enfin, j'ai en tête quelques cas d'entreprises qui ont demandé et qui n'ont pas mis en œuvre de fait. Donc, qui ont fait une demande un peu de précaution. Donc, je pense qu'on sera aussi sur des chiffres en termes de demande d'indemnisation qui seront assez largement inférieurs aux demandes d'autorisation. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques par rapport à l'activité partielle ou aux autres éléments qui ont été présentés sur les licenciements économiques? Moi, j'ai une petite question. Donc, en début de présentation, quand vous évoquiez donc l'activité partielle, vous avez dit donc que la Loire présentait un nombre d'heures indemnisées légèrement en deçà du niveau régional. Et donc, vous l'expliquez en fait essentiellement par le poids de l'industrie. Du coup, c'est ça. Enfin, est-ce que voilà, vous pouvez un peu plus détailler cette intuition, enfin, la préciser? Oui, parce que vous avez vu que donc là, les chiffres que je donne là sont des chiffres depuis le début du recours massif au dispositif d'activité partielle. Et donc, comme vous avez pu le voir, il y a une part très importante, notamment sur les derniers mois, qui est liée aux hôtels, cafés, restaurants. Et c'est clair, et au tourisme. Et c'est clair que sur ces secteurs-là, il y a un recours plus fort qui est fait dans d'autres départements que la Loire, et que ces secteurs-là ont beaucoup plus recours que l'industrie à l'activité partielle. Donc, c'est le fait pour moi que notre tissu économique soit plus largement industriel explique ce poids plus faible dans les heures indemnisées. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on colle. S'il y a une demande, il y a une autorisation. Enfin, il n'y a pas, le dispositif colle à la demande. Alors, il y a une question de Christophe Gallon. Oui, merci Angélique. Bonjour Monsieur Fouquet, merci pour vos éléments très clairs. Je me permets une question peut-être de calendrier pour profiter de votre présence sur des enjeux et les éléments de chômage partiel, mais également de prêts garantis par l'État. Est-ce que vous avez un petit peu le calendrier de baisse, voire d'arrêt et de commencement de remboursement du PGE, notamment, ce qui peut donner des indications peut-être un petit peu de perspective pour les entreprises. Voilà, les calendriers un petit peu imaginés de l'État. Ouais. Sur le PGE, soyons clairs, ce n'est pas la directe qui gère ce dispositif. Donc, je préfère peut-être laisser Madame Gore répondre. Parce que je sais, c'est que le PGE, on peut y avoir recours jusqu'à la fin de cette année. Mais pour le reste, donc c'est pas la directe, c'est pas la dette qui gère ce dispositif. Donc, je ne veux pas vous dire de bêtises. Oui, alors concernant les remboursements, les amortissements des PGE, on est selon les régions et les départements autour de 80% en moyenne, mais entre 70 et 90% de demandes des entreprises d'amortissement et donc de prolongation des remboursements. Donc vous le savez, c'était aux entreprises de faire la demande aux banquiers.
Donc, les banquiers ont accepté finalement ce différé. Donc, les trésoreries des entreprises donc, vont rester bonnes puisqu'il n'y aura pas à prévoir ces remboursements. Elles sont plus importantes et de manière nationale, les derniers chiffres que j'ai, c'est qu'on a un écart de 9 milliards entre l'augmentation des encours de crédit moyen-long terme et puis les trésoreries. C'est-à-dire concrètement qu'il y a eu donc effectivement un soutien très très important, qu'il y a quand même donc un écart de 9 milliards, mais que le différé donc va pouvoir permettre donc aux trésoreries qui ont beaucoup progressé par rapport à leur niveau d'avant-crise hein, d'accompagner cette reprise et ce rebond. Donc ça aussi c'est une indication plutôt optimiste. Hein. Certes, on aura des défaillances, je disais tout à l'heure, estimées à peu près à 7% sur l'ensemble des secteurs. Bien entendu, avec les difficultés café, hôtel, restaurant, événementiel en partie et les deux départements, hein, tout ce que j'ai entendu, c'était vraiment très très intéressant, j'ai trouvé, et complémentaire aussi, je pense, à ce qu'on effectue les uns les autres hein, comme études. Donc au Savoie, Haute-Savoie, au niveau de notre région, donc peut-être là les plus grandes difficultés de trésorerie, d'emploi et puis de rebond. Mais en tout cas, au niveau des PGE, pas d'inquiétude. Il y a encore effectivement des possibilités pour les entreprises de demander donc des PGE en complément. En ce qui concerne l'autre volet, prêt participatif, avance remboursable, etc., là, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué à mettre en place parce qu'en fait, on s'aperçoit que concrètement, ça ne concerne que peu d'entreprises. À ma dernière réunion avec les banquiers de comité de place locale, chacun des établissements présents disait que ça concernerait 1 ou 2 dossiers pour chacun d'entre eux. Voilà ce qu'on peut dire en termes d'encours, de soutien financier, de niveau de trésorerie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, des demandes de compléments, d'autres informations de type conjoncturel? Bon, bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres demandes de compléments, je pense qu'on va pouvoir du coup clore cette séance. Je remercie tous les intervenants. Voilà, vous nous avez transmis des données, des tendances fort intéressantes qui nous permettent de mieux rendre compte des impacts hein, de la crise sur nos entreprises, de mieux prendre connaissance du contexte économique actuel voilà, que nous sommes en train de vivre. Merci également à tous les participants. Et donc, dans les semaines à venir, hein, nous vous enverrons un compte-rendu qui reviendra sur les présentations et sur les échanges de ce jour. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée. Bonne journée.